Bienvenue à cette livraison d'actualité, mais merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. On ouvre cette session d'information par la diplomatie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec son homologue rwandais, Paul Kagame, et cette rencontre s'inscrit donc dans le cadre de la mise en branle et effectif de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Notons cependant que depuis janvier, le M23 a pris le contrôle de deux principales villes, allez-je dire, de la partie orientale de la République démocratique du Congo, à savoir le nord et le sud, qui vouent une avancée qui alimente les tensions entre Kinshasa et Kigali. L'ONU et plusieurs puissances internationales accusent donc les Rwandais de fournir ces rebelles à se souvenir, allez-je dire, de donner de vivre, allez-je dire, aux rebelles afin de bien mitrailler la population congolaise qui peuple cette partie de la République démocratique du Congo. Cette rencontre a fait beaucoup parler, sur la place publique. Cependant, notre micro a été baladé dans la capitale afin de recueillir les propos des uns et des autres. Cependant, Mandi Kouyala a eu à balader son micro pour avoir les extraits des Congolais qui ont réagi quant à ce. Regardez. Les réactions fusent de partout après le tête-à-tête du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, l'agresseur de la RDC. Pour le député national Yango Kitala Senga, élu de Kisangani, ce tête-à-tête a mis dos au mur Paul Kagame. Ces députés acclament la victoire diplomatique du chef de l'État Félix Tshisekedi. Paul Kagame est à la fin de son hégémonie. Hier, n'importe qui pouvait croire à tout ce que Kagame dit, mais aujourd'hui, il est contraint parce que Félix-Antoine Tshisekedi l'a mis dos au mur, lui qui avait dit qu'il n'était pas disposé à rencontrer Félix parce que le problème de M23 c'était un problème purement congolais et que Félix, tout ce qu'il avait à faire c'était de régler le problème en interne. Aujourd'hui, il se retrouve contraint de se déplacer pour aller rencontrer Félix tel que l'a exigé Félix en disant: je ne veux pas parler avec de pantins, je veux parler avec l'homme orchestre de cette agression qui subit mon pays par le terroriste de M23 et de l'AFC, ainsi que l'armée rwandaise qui tue dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le professeur Paul René de l'Université libre de Kinshasa trouve par contre inopportune cette rencontre. Tantôt, ce sont les États-Unis d'Amérique, tantôt, ce sont des organisations africaines comme EAC et SADC, tantôt c'est Luanda. Et on a l'impression qu'il y a un désordre. Il y a un désordre et ce désordre profite aux ennemis. Et je pense que Kagame est en mesure de contrôler toutes ces tentatives de réconciliation, ce qui n'est pas le cas chez nous. Les Congolais ne savaient même pas que le chef de l'État va rencontrer Kagame à Qatar. Et voilà, aujourd'hui, nous en sommes surpris. Parce que même s'il y a une diplomatie, il faut toujours impliquer directement ou indirectement la population en lui donnant des informations. Il faut noter qu'à l'issue des discussions, les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre le dialogue engagé à Doha afin d'établir les bases d'une paix durable. Là, venez de suivre donc le reportage de Mandi Kouyala qui est revenu sur la situation qui secoue la partie orientale du pays avec à la clé la réaction du professeur Jean-René Louata et du député national Ladi Yango Oti Kala. Toujours dans ce même registre, le leader de la confession religieuse épiscopale nationale du Congo, allais-je dire Senko et les CCO, et mieux, les pasteurs de l'église de Réveil du Christ du Congo, seront reçus par le président Macron et le président français Emmanuel Macron. Cette rencontre s'inscrit donc et marque ainsi une étape importante dans le cadre du pacte de paix pour le bien vivre ensemble prôné par le tandem SCC-5 entrepris depuis l'aggravation de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Suivrez à ces propos Pascal Lokolo et Patricia Moigny qui sont revenus sur cette question.
Le pacte pour la paix proposé lors de cette rencontre vise à établir un cadre de dialogue inclusif où toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les groupes marginalisés, pourront exprimer leurs préoccupations et aspirations. Les leaders religieux agissant en tant qu'intermédiaires neutres jouent un rôle stratégique en favorisant la conciliation et en mettant en avant de valeurs de solidarité et de paix. Ces pactes pourraient également inclure des engagements pour les désarmements de troupes armées, la protection des droits humains et la promotion du développement socio-économique dans les régions touchées par les conflits. Si pour certains leaders de l'opposition voient ces pactes comme un chemin de la sortie des crises, d'autres acteurs de la majorité ils veulent savoir la vraie raison et se renseignent de la finalité. Pourtant, la rencontre entre Senko, ECC et Emmanuel Macron souligne l'importance d'une approche collaborative pour résoudre la crise sécuritaire qui date de plus de 3 décennies. Face aux défis complexes de l'insécurité et des tensions ethniques, le soutien international et l'implication des leaders locaux sont essentiels pour instaurer une paix durable. Le succès de ces pactes dépendra de la volonté des acteurs régionaux de s'engager réellement dans un processus de dialogue et de réconciliation afin de construire un avenir meilleur pour les Congos et ses citoyens. La sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'a pas laissé la classe politique de la République démocratique du Congo indifférente. Si pour certains, l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo a bel et bien raison, pour d'autres, on nage par contre à contre-courant. Mondi Ekouyala nous fait le point dans ses reportages. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. C'est par ces mots que l'ancien chef de l'État Joseph Kabila s'est justifié devant la presse en Afrique du Sud après un long moment de discussion avec l'ancien président de ce pays, Thabo Mbeki. Cette sortie médiatique n'a pas laissé indifférente la classe politique congolaise. Pour cet élu du peuple, Joseph Kabila devrait se faire parce que le rôle de Félix Tshisekedi ne sont pas de simples allégations. Ce serait mieux pour l'ancien président de mon pays de se taire plutôt que de dire des bêtises en disant que les revendications de M23 étaient légales. Et lui qui a vu le M23 perturber sa gouvernance en 2009, 2013, à l'époque il n'avait pas ces langages, des vidéos sont claires, mais vous comprendrez avec moi que son discours a évolué en disant que toutes les troupes étrangères devaient se retirer, que le problème soit réglé en interne. Par contre, Mbala Pacom pense que Joseph Kabila, en tant que fils du pays, a le droit d'apporter sa contribution pour que la paix revienne au pays. Moi, je suis de cet avis que le problème politique pour que la paix règne dans notre pays, c'est le problème de tous les Congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant Congolais et numéro 1 des Congolais, c'est normal que lui hausse le ton pour que le tout marche de l'avant. Et nous avons vu, il se fatigue, il est entre les deux avions pour trouver solution. Et nous l'avons vu aussi hier, nous avons suivi par la voie des ondes qu'il était au niveau de Qatar, rien que pour trouver la solution. Donc, ce que le chef le président honoraire Joseph Kabila Kabange a dit, moi je pense que c'est une répétition puisque la personne du président Félix Tshisekedi est déjà à pied d'œuvre. Il fait déjà bien son travail pour que la paix règne dans notre pays. Répondons à la question: comment pouvons-nous résoudre la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est en tant que Congolais? Joseph Kabila a été clair. Je crois que le problème du Congo, c'est le président Félix. La solution, c'est aussi le président Félix, a-t-il conclu. Toujours dans ce même registre, lors de la réunion ministérielle conjointe de la communauté de développement de la pays de l'Afrique australe, SADC en sigle, et de la communauté de pays de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, tenue le 17 mars dernier à Harare. Nous sommes comme c'est là au Zimbabwe. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a plaidé pour l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en février dernier. Ce texte exige donc le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol de la République démocratique du Congo.
Lors de la réunion ministérielle conjointe de la communauté des développements de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, tenue le 17 mars 2025 à Harare, au Zimbabwe, Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a plaidé pour l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Adopté en février dernier, ce texte exige le retrait immédiat de troupes rwandaises dans l'est de la RDC, une mesure qualifiée d'instrument renforçant les efforts régionaux. Co-présidée par le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, cette réunion a permis d'adopter une feuille de route détaillée pour résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces documents, selon de sources officielles, structurent les actions à court, notamment l'appel au respect de cessez-le-feu et cessation des hostilités à moyen et long terme, incluant des modalités, des financements et des mécanismes de coordination entre les secrétariats de l'EAC et de la SADC. Les documents seront soumis au prochain sommet conjoint EAC-SADC prévu dans les jours à venir pour validation finale. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le président angolais, João Lourenço, médiateur du processus de paix, a appelé à une trêve effective à partir du 16 mars 2025 en vue de pourparlers de Luanda entre Kinshasa et le M23 prévu le mardi 18 mars dernier. La réunion des Harare illustre une volonté accrue de la coopération régionale pour stabiliser l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des conflits récurrents impliquant de groupes armés comme le M23. Et de son côté, la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba Kazadi, n'est pas restée indifférente. Elle a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur tchadien en République démocratique du Congo. Au milieu de leurs échanges, les renforcements des coopérations bilatérales entre ces deux États frères et bien sûr sur le plan économique en vue de favoriser non seulement le climat des affaires mais aussi les développements communs entre ces deux pays qui entretiennent de bonnes relations depuis belle lurette. Regardez. La vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Grace Yamba Kazadi, a accueilli l'ambassadeur du Tchad en RDC, Mongombaye Apollinaire, pour discuter des coopérations bilatérales entre les deux pays. Cette réunion a été l'occasion de souligner les liens historiques solides qui unissent la RDC et le Tchad depuis leurs indépendances respectives. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur tchadien a rappelé le rôle joué par le président Félix-Antoine Tshisekedi en tant que facilitateur lors de la transition politique au Tchad, un processus qu'il a amené avec succès au sein de la commission de réconciliation du Tchad. Cette mission de facilitation témoigne des relations de confiance et de solidarité entre les deux nations. De plus, la visite du président Tshisekedi au Tchad en juin dernier a marqué un moment important dans l'histoire de ces relations, consolidant ainsi les liens diplomatiques et politiques entre les deux pays. Au cours de ces échanges, les deux parties ont abordé la mise en place imminente d'une commission mixte RDC-Tchad qui pourrait se tenir d'ici la fin de l'année. Cette commission qui couvrira des volets variés tels que les domaines commerciaux et économiques vise à renforcer encore davantage la coopération bilatérale, favorisant ainsi un développement mutuel au bénéfice de deux peuples. Au sujet de l'agression rwandaise, l'ambassadeur du Tchad a réaffirmé la solidarité de son pays envers la RDC, rappelant la déclaration du président tchadien du 9 février qui avait exprimé son soutien à la RDC et a appelé au respect de son intégrité territoriale. De son côté, Grace Yamba Kazadi a salué la coopération entre la RDC et le Tchad et a réaffirmé l'engagement de son pays à restaurer la paix dans l'est de la RDC. La vice-ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de la collaboration régionale pour assurer la stabilité et la paix durable dans la région de Grand Lac. On parle à présent de l'élection du gouverneur de la province du Kwilu. Les députés provinciaux de ces terroirs du pays se disent très satisfaits de la publication de la feuille de route mieux du calendrier électoral de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur et bien sûr de sénateur. Ils demandent par ailleurs au gouvernement central de disponibiliser les moyens nécessaires pour que la date fixée par la CENI pour l'organisation des élections ne soit pas reportée. Mandi Kouyala, reportage.
Les députés provinciaux du Kwilu se disent très satisfaits de la publication tant attendue du calendrier des élections de gouverneurs et des sénateurs de leur province. Paulin Kiankai, élu provincial du Kikwit, invite le gouvernement à disponibiliser le moyen pour l'organisation des dites élections. Nous demandons au gouvernement central de financer rapidement la CENI pour que ce qu'ils ont établi comme calendrier électoral aille jusqu'au bout. Maître Pakombala, acteur politique de la RDC et ressortissant de cette province, estime que la CENI n'a pas qualité de bloquer le fonctionnement d'une province. Elle apporte plutôt son appui technique pour le bon déroulement des élections, aussi bien du bureau définitif de l'Assemblée que des gouverneurs et sénateurs. La CENI n'avait pas le pouvoir d'organiser les élections au bureau au niveau de l'Assemblée provinciale. La CENI était comme organe de supervision et de surveillance. Seul le bureau provisoire qui avait au moins le kilo et puis le pouvoir d'organiser les élections, bien sûr que sous contrôle, sous la supervision de la CENI. Maintenant qu'on a fixé la date, nous ne pouvons que nous réjouir. Les élections couplées des gouverneurs et sénateurs sont prévues pour le 2 avril 2025. Mais avant cela, interviendra celle du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Nous prenons la direction de l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour parler du dépôt des rapports de la Commission défense et sécurité mise en branle par cette commission afin de traiter à corps et à cri cette situation qui s'écoule à partie orientale de la République démocratique du Congo, dont les Congolais attendent les dénouements de la situation. Nous revenons sur ces dossiers avec le reportage, à la clé de reportage de Rafat Kachunga, j'ai envie de dire. Cette audience avec l'honorable président du Sénat s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le programme des Nations Unies pour le développement et le Sénat ont afin de faire le point de l'évolution de notre partenariat qui date de plusieurs années. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce que ses ambitions rencontrent bien les domaines d'intervention du PNUD et nous nous sommes entendus que nous allons nous revoir régulièrement pour faire le point et faire en sorte que les ambitions de modernisation du Sénat puissent se réaliser. Vous savez, le Sénat et le PNUD sont des partenaires de longue date et nous avons fait beaucoup de choses utiles par le passé, notamment en matière d'installation d'un centre de ressources numériques à l'intérieur du Sénat pour faciliter le travail de l'administration. Nous avons aussi ensemble mis en place un système de transcription simultanée des sessions du Sénat pour faciliter le travail au niveau des comptes rendus. Nous avons aussi élaboré le manuel de procédure du Sénat afin d'améliorer les processus de travail, renforcer la redevabilité et aussi moderniser l'administration. Alors, aujourd'hui, le président a eu l'occasion de nous expliquer un peu sa vision à la tête du Sénat. Il a partagé avec nous ses ambitions de modernisation du Sénat, de l'administration du Sénat et de comment il envisage aussi renforcer le dialogue entre le Sénat et les institutions provinciales, notamment les assemblées provinciales, parce que le Sénat a un mandat dans ce sens. Je pense que vous venez de corriger avec moi. Il s'agissait plutôt de la rencontre qu'a eu le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, et le représentant pays du PNUD en République démocratique du Congo. Comme j'avais dit tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a déposé son rapport faisant état de la situation qui s'écoule à partie orientale de la République démocratique du Congo. La suite avec Rafat Kachunga. Non, félicitations, merci beaucoup. Merci. C'est le travail normal des députés. Merci. Je suis très content. Merci. Le bureau de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a remis le mardi 18 mars 2025 son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression.
Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée aussi au volet, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer. Il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau. On pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que les membres de la commission défense et sécurité étaient obligés d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours de quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire à l'est du pays. Parlons à présent défense dans ce journal. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a effectué une descente à l'hôpital militaire du camp CETA au centre d'instruction de Mikondo pour réconforter le blessé de guerre. Samedi Kabongo Mwadi Anvita a apporté dans sa gibecière un certain nombre de présents afin de pallier à l'insuffisance de ce qui y manquait. Mondi Kouyala et Dieu merci Kandampoyi. Reportage. Les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadi Anvita, se rendu à l'hôpital militaire du camp CETA pour une visite de réconfort aux blessés des guerres. Leur témoignant son soutien et reconnaissance du gouvernement pour les efforts consentis dans la défense de l'intégrité territoriale, portèrent d'un message du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui leur a rassuré qu'ils font toujours partie de l'armée et l'État congolais va assurer leur prise en charge médicale complète jusqu'à leur guérison. Dans sa gibecière, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Maître Guy Kabombo Mwadi Anvita, a apporté une importante cargaison de produits pharmaceutiques pour le premier soin des blessés de guerre. Prêtant oreille attentive à leurs doléances, notamment la difficulté d'évacuation pour des soins appropriés et la situation précaire de leur famille, le numéro 1 de la Défense nationale a promis la dotation de 2 ambulances neuves et quelques bus pour leur déplacement. Ça n'est suivi les échanges avec les épouses militaires du camp CETA. Maître Guy Kabombo Mwadi Anvita leur a rassuré que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné tout le moyen nécessaire pour améliorer le social des dépendants des militaires et les travaux de réhabilitation de certains camps sont au pied d'œuvre. Comme à la coutume, le vice-premier ministre de la Défense nationale, en bon père de famille, leur a remis une enveloppe consistante pour répartir dans chaque foyer. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur gratitude. Des passages au centre d'instruction de Mikondo, Maître Guy Kabombo Mwadi Anvita a tenu une causerie morale avec les blessés de guerre, leur a apporté son réconfort. Rappelant ses missions au sein du ministère de la Défense nationale, il a martelé les faits qu'il connaît maintenant leurs divers problèmes car il a déjà effectué des visites dans 9 centres d'instruction sur 10. Les invitant à se désolidariser et à dénoncer le traître, il leur a également conscientisé à ne pas se laisser berner dans les discours tribaux et des haines, rappelant ainsi leur devise « Ne jamais trahir le Congo ». Il n'est pas resté indifférent face à la situation qui s'écoule à la partie orientale du pays. Lui, c'est Rigobert Kouta Monakuta, PCA du Fonds forestier, qui est revenu à la clé avec j'allais dire, un rassemblement de jeunes en vue de les appeler tous à rejoindre les FARDC pour défendre l'intégrité du territoire, intégrité territoriale menacée par le Belluquet rwandais M23, mais aussi et surtout Paul Kagame qui est leur chef. Cadre de l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur du SOS Grand Bandundu, Rigobert Kouta Monakuta, a poursuivi avec succès l'opération du recrutement de jeunes dans l'armée
pour combattre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC dans l'est de la RDC. Dans la province du Congo, lors de son meeting d'élan patriotique et des soutiens au FARDC le dimanche 9 mars 2025, à travers un leadership directif, Rigobert Kouta a réussi à mobiliser plusieurs centaines de jeunes qui ont répondu favorablement à cet appel, une démonstration jamais vécue dans la province du Congo depuis l'appel du chef de l'État. Chef de l'État lobby, éveil patriotique, Koufanzala Kozanga Mabelete. Chef coutumier Soraza Mabelete, Asa Natina Te. Comment sera un et indivisible? Mais nous pensons quoi mon sonnivé. Il faut que la télévision Nyos, Bosongake, SOS, Grabandoume Kwissa, Sambouna Koukol, Une satisfaction du gouverneur de province qui avait non seulement encouragé, mais aussi salué l'initiative du SOS Grand Bandundu. Pour se rassurer de l'intégration des jeunes du Congo au sein de l'armée, Rigobert Kouta avait personnellement conduit ces nouveaux recrues au camp militaire des Kenge. Des retours à Kinshasa, le digne fils du Grand Bandundu, Rigobert Kouta, n'a pas laissé ces jeunes à leur triste sort. Il a travaillé d'arrache-pied pour leur prise en charge quotidienne, notamment en rassurant leur ration alimentaire avant leur acheminement dans la capitale. À Kenge, chef-lieu de la province du Congo, tout comme dans d'autres territoires, le message de Rigobert Kouta a été capté par toutes les couches. Hormis le nombre existant des recrues, de nombreux jeunes de cette province attendent également leur tour pour intégrer les FARDC. Chose promise, chose due. Après 5 jours passés au camp militaire des Kenge, grâce aux moyens mis à leur disposition par Rigobert Kouta, ces jeunes nouvellement recrues dans l'armée ont été dépêchés à Kinshasa le samedi 15 mars précisément au camp CETA. Comme un père de famille, sur place, Rigobert Kouta s'est rendu lui-même au camp CETA pour accueillir ces jeunes à qui il a une fois de plus réitéré son engagement de les accompagner pour matérialiser la vision du chef de l'État pour une armée congolaise forte. Occasion pour Rigobert Kouta de solliciter le gouvernement afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la formation de ces jeunes au sein de l'armée. Il a également remercié tous ceux qui ont manifesté leur volonté pour rendre cette démarche effective, à l'instar du maire de la ville de Kenge. Mais eloko na sengi bino, fidélité na mboka, fidélité et payi ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, yende commandant suprême ya ba forces armées. Et pas ba maman, na pesi bino longonya, na ndenge bondimi bo s'enrôler na kati ya armée. Armée ezali epai basakanaka na discipline te. Donc du fait que bo komi awa lelo, soko zalaki indiscipliné kuna, bois kisa yango. Armée elingaka trahison te. Armée elingaka kuluna te. Armée elingaka pillage te. Armée eza esika ya tribalisme te. Awa eza armée nationale. Donc tribalisme ezalaka te. Na pesi bino merci mingi, na remercier gouverneur na ndenge a accompagner biso. Mais na remercier surtout équipe na biso. Ya coordination ya SOS Grand Bandundu na mosala oyo ba sali pona ba mobiliser bino na équipe nyonso na ndenge to réussir komema bino ti awawa. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la République démocratique du Congo fait face à des défis sécuritaires majeurs à l'est du pays, notamment la présence de groupes armés dans certaines régions. La mobilisation de la jeunesse pour la défense nationale est perçue comme un moyen de renforcer la sécurité intérieure et protéger l'intégrité territoriale du pays. Rigobert Kouta, Mwana Kouta, en tant que notable du Grand Bandundu, joue ainsi un rôle clé dans la promotion de l'unité nationale et dans l'effort des défenses collectives.
Tout à fait autre chose. Dans ce journal, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Kawara Dengamo, commissaire provincial sortant de la PNC section Maïndombe, a présidé sa dernière parade le week-end dernier à Inongo. Au cours de cette parade, Louis Segon Kawara Dengamo a invité les policiers à la discipline. Armand Minos, notre permanent dans la région, nous revient ici avec le plus ample détail. C'est promis aux fonctions des vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, le général Louis Segon Karawa Dengamo, qui était jusque-là commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province du Maïndombe. Ce dernier a présidé sa dernière parade spéciale dans la ville d'Inongo ce samedi 15 mars 2025 avant d'aller prendre possession de ses nouvelles attributions. Au cours de cet exercice, Louis Segon Karawa a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le choix porté en sa modeste personne pour assumer les fonctions de vice-gouverneur dans la province marquée par l'agression rwandaise. Le nouveau vice-gouverneur du Nord Kivu s'est voulu par ailleurs reconnaissant vis-à-vis des éléments et cadres de la police nationale congolaise du Maïndombe pour l'avoir accompagné durant son exercice de la police nationale congolaise dans la dite province. Pour la population de Maïndombe, je suis content. On n'a pas eu le temps de travailler comme il se devait. J'ai fait ce que je pouvais. Je pense que étant humain, on a toujours des imperfections. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Je demande seulement qu'il me pardonne. Notons que le général Louis Segon Karawa Dengamo a fait 1 année et demie à la tête de la province du Maïndombe. Fin de cette session d'information, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. Au revoir.